Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui attend que Tizak sorte des rythmes scolaires. Bonjour, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Suite à une faille spatio-temporelle, entre l'épisode 87 et l'épisode 89, nous avons quitté Tizak au téléphone, en train de s'interroger sur le futur des rythmes scolaires. Et il y est toujours, nous l'avons perdu. Heureusement, Thio est avec moi. Je suis là. Mais Tizak nous rejoindra bientôt. De toute façon... Non, Tizak peut être là. Bonjour, je suis Tizak. C'est pas ça? Oui, ouais, c'est ça. Ça y est, et en même temps, sur la 87, on n'a pas eu de chanson. Oh non, mais c'est vrai, ça, on n'a pas eu de chanson. C'était pas encore... Ah, c'est pas sûr, oui. Peut-être qu'on peut-être peut avoir une chanson. Dans cette émission, nous allons vous parler de nos express, quelques bandes dessinées que nous suivons, des séries qui sont fort sympathiques. Dans nos chroniques, nous parlerons du tome 2 de Sortilège, de Paco, de Frontiers, de Daredevil End of Day. Notre splash page sera consacrée à Beauté, dont le tome 3 achève l'histoire. Notre carte blanche, ce sera Com qui viendra nous parler des origines de la bande dessinée. Un petit online fort sympathique, suivi d'un hors-sujet pour changer, et nous aurons fini cette émission. Et je pense que, tu vois, comme ça, tranquille, on pourrait presque enchaîner avec l'Express là de suite. Direct. Hein, ça te va? Ouais. Express. Saga, le tome 2. Saga, une série que nous avions fort appréciée, qui nous raconte l'histoire de deux personnages... Alana et Marco. Qui sont dans un monde futuriste. Où avec c'est leur petite guerre. fille aussi, qui s'appelle Hazel. Où c'est la guerre entre deux univers, et eux, en fait, ils font partie des deux races qui se fightent sur la gueule, sauf qu'ils sont tombés amoureux, ils ont eu un gosse, et ils se sont échappés. Voilà. Une gosse. Ouais, une gosse. Et ils sont poursuivis. Par des chasseurs de primes. À la fin du tome 1, quelque chose de terrible se passait, les parents de Marco rappliquaient. Ouais. Et là, c'était le why. Oui, parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et surtout qu'ils voyaient une ennemie avec lui. Oui, une ennemie, et en plus, une gosse. Puis ils vont lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on élève un gosse, franchement. Ouais. Sur n'importe quoi. On est toujours dans la saga fantastique, space opéra complètement débridé de Brian Kevogan, dessiné par Fiona Staples. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre que c'est fantastiquement génial? C'est atrocement génial. Ça part dans tous les sens, c'est super bien écrit, ça arrive à faire des mélanges entre de la comédie romantique, de l'action, de l'aventure, du fantastique. C'est beau, on en prend plein la vue, c'est débridé, il y a aucune limite, ils font ce qu'ils veulent. Ça se sent. Ouais, et puis en plus, voilà, tu as des personnages qui sont totalement bizarres. Le prince... Oui, le prince avec une tête de télé. Avec une tête de télé, c'est excellent. Non, voilà, non, tout est bien. Il n'y a rien acheté. Et c'est beau. Et le seul problème de cette série-là, c'est que faut attendre 6 mois pour la suite, et on est trop dégoûté de la vie. Tu es trop dégoûté de la vie? Oui, parce que ça finit encore une fois avec un beau cliffhanger. Ouais, à chaque fois en fait. Hein. Ah oui, c'est bien foutu. Hein. Mais je pense qu'il y a un beau cliffhanger entre chaque tome dedans, donc c'est très bien écrit, c'est un vrai plaisir à lire. Saga, le tome 2, chez Urban Comics dans la collection Indies. Il était une fois en France, le tome 3, ouais, on a pas mal de retard, la série est finie, tout ce qu'on veut. Donc on poursuit à suivre les histoires de Janovici qui tente de survivre dans une France un petit peu chaotique, parce que je crois qu'il y a des nazis qui sont un peu installés. Je crois que c'est un petit peu la guerre en fait. Voilà. C'est un petit peu l'occupation quoi. Un petit peu l'occupation, et lui il a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il a fait quelques amitiés avec les nazis pour pouvoir continuer à faire ses affaires. Il travaille dans les métaux. Voilà, et il sent que le vent va un peu tourner, et qu'il faudrait peut-être qu'il devienne pote aussi avec les résistants. Disons que comme la guerre va se finir, il faudrait bien qu'il soit quand même aussi du bon côté. Et il faudrait qu'il soit des deux côtés, au cas où. Au cas où. Et il a le cul entre deux chaises tout du long, et on suit les difficultés de ce personnage pour gérer de front ses relations avec les nazis et les résistants. C'est ça. Et le nombre de personnes qu'il est obligé d'arroser d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est voilà, tu te dis vraiment tout en protégeant sa famille, sa famille comme il peut, et en passant en plus pour un salaud pour sa famille. Oui. Parce que ce soit sa femme, que ce soit ses filles, tout le monde pense que c'est un mauvais père.
Un tome 3 que nous avons encore pris beaucoup de plaisir à lire, avec un dessin toujours très joli, très cinématographique, très bien rendu, et une écriture fortement bien ciselée. Franchement, une belle aventure. On a bien aimé, quoi. Vraiment bien. Enfin, c'est vrai que c'est une série qu'on a découvert un peu sur le tard, mais voilà, qui nous donne quand même très envie d'avoir la fin, enfin, surtout qu'elle est faite. Donc, on verra. On n'a plus qu'à rattraper le retard. Allez, encore 3 tomes et on y est. Eh bien, nous allons parler de Daredevil's End of Days. On change un peu on bouleverse un peu le programme de pas grand chose, pour la simple bonne raison qu'on sait que Tizak n'a pas lu ce tome-là, comme ça il a rien à dire dessus, et il peut continuer à parler des rythmes scolaires. Ouais. Daredevil End of Days est coécrit par Brian Michael Bendis et David Mack, dessiné par Klaus Janson, ancré par Bill Sienkiewicz. Ça nous raconte... il y a aussi David Mack et Alex Malev aussi. Ouais, qui participent sur certaines cases. Ouais, c'est une case, ouais. Qui nous raconte, Daredevil est mort. Tué par... Bullseye. Bullseye, ouais. Et Ben Urich, journaliste au Daily Bugle, qui est en train de fermer d'ailleurs, ça se passe dans une sorte de futur proche. Futur proche, ouais, parce qu'en fait, le papier, enfin le journal en papier, ça fonctionne plus, donc il faut que du numérique, et le Daily Bugle ferme. Et Ben Urich commence à vouloir enquêter sur ce qui s'est passé, sachant que lui connaissait le secret de Daredevil depuis toujours, enfin depuis très longtemps, et qui se retrouve un peu le cul entre deux chaises. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait. Alors, c'est un peu hors continuité, totalement. Totalement, ouais. Mais voilà. Voilà. Bon, ça en jette. Graphiquement, c'est splendide. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que Klaus Janson ce qui est marrant, a été longtemps un encreur de Frank Miller, d'ailleurs, sur Daredevil. Le fait qu'il soit en plus là... ancré par Bill Sienkiewicz, sachant que je crois que Klaus Janson a aussi été encreur de Sienkiewicz à un moment. Ça donne un côté un peu sombre. De toute façon, on retrouve ce qu'on avait aimé dans le travail de Bendis, ce côté polar noir. Polar noir, ouais, tout à fait. Polar très très sombre, avec cette enquête qui avance. On a 4 numéros qui sont compilés dans cette revue. 4 autres sont finis pour finir la mini-série, donc qui apparaîtront dans un autre tome chez Panini. Au milieu des dessins de Klaus Janson, on a quelques illustrations dans un style un peu différent pour revenir sur des flashbacks, sur des histoires, etc. C'est une sorte de clôture de Malev de son histoire, en fait, je pense, de son arc. S'il avait eu le Final Cut, en fait, qu'est-ce qu'il aurait raconté ? Et donc, on revient un peu sur les rencontres avec toutes les femmes qui ont fait la vie de Daredevil, toutes les psychopathes, pardon, qui ont fait la vie de Matt Murdock. Elles sont pas toutes folles, hein. Il y en a quand même qui étaient à peu près sensées. Ouais. Il y en a une, il l'a emmené à l'asile lui-même tout seul. Sa femme. Voilà. Non, Daredevil, c'est un mec, Matt Murdock, c'est un mec à la cool, il était bien dans sa peau. Bref, il y a cette enquête qui se monte, on revient un peu sur toute l'histoire de Matt Murdock, et c'est vraiment très, très, très bien mené. Surtout, c'est qu'en plus, voilà, on a l'énigme, c'est que juste avant que Bullseye le tue, Daredevil lui dit un mot, et c'est ce mot-là que Ben... Rosebud. Non, c'est pas ça. Alors là, Tizak est revenu, et je vous assure qu'en fait, vous auriez dû voir en fait ses yeux. Il comprend pas. Là. Absolument, voilà. C'était quoi? Non mais what the fuck, les gars. Tout de suite, la Rosebud, ça m'a fait penser à la référence cinématographique. Hein. Bon, de toute façon, c'est construit comme un Citizen Kane. Ouais. Et donc du coup, voilà, il y a ce mot donc que dit Daredevil, c'est Mapone. Ou Mapone, je sais pas. Et donc du coup, là, c'est Bullseye qui pète un plomb, qui le tue. Là, je vous spoil pas, c'est les 3 premières pages. Et justement, je vais chercher à savoir qui était cette personne, ou qui connaît ce mot. Et pour quelle raison est-ce que ça a autant touché Bullseye? C'est pourquoi ça l'a rendu fou, quoi. Alors qu'il aurait pu le tuer des dizaines de fois, il n'a jamais tué Daredevil. Mais ce jour-là, tac. Daredevil. Et est-ce que Matt Murdock a fait exprès de dire ça pour se faire tuer? C'est la question que j'allais poser. C'est parce qu'il a un est-ce qu'il connaissait la réaction est-ce qu'il avait anticipé la réaction? Puis Matt Murdock, on sait qu'il est un peu dépressif. Enfin, en tout cas, dans l'arc de Bendis, il a ce côté dépressif de si je mourrais, ça serait pas si mal parce que ma vie c'est de la merde. Ouais. Surtout, c'est que là, en fait, il se prend quand même une sacrée tôle, quoi. Hein. Oui, surtout qu'on revient régulièrement sur cette scène de baston. On le voit, c'est violent, c'est brut, c'est dur. Et surtout pour une fois, c'est pas voilà, il prend une bonne claque et puis ensuite il en met une aussi à l'adversaire. Il prend claque sur claque sur claque sur claque et jamais à un seul moment il donne un coup. Oui. C'est là que tu te dis mais oui, en fait il voulait crever, quoi. Donc et puis il crève de façon. Ah oui, c'est brutal. Hein. Avec les gens qui ont assisté à la scène, c'est horrible. J'ai envie de dire aïe. Oui.
Alors le regret que je ferais, c'est que Panini a eu la bonne idée de diviser ça en deux 100%. Ils auraient quand même pu mettre ça dans un seul. Alors c'est sympa de vouloir nous faire lâcher 2 fois 13 ou 14 euros, un truc comme ça. Pour le coup, un seul tome un peu joli, ça aurait été pas mal, quoi. Bah d'ailleurs, là j'ai regardé un peu sur le site, c'est Comic City en fait qui se plaignait un petit peu justement des sorties des vieux tomes que fait Panini, où t'as des trucs qui sont à 50 ou 60 euros, quoi, des grosses compilations, et ils trouvaient que c'était un petit peu quand même trop cher, quoi. Donc ouais, mais là tu vas dans le côté historique, grosse compilation, pourquoi pas. Là la façon dont ils nous l'ont présenté, je pense qu'ils nous auraient fait un gros tome avec les 2 histoires à 20 euros, ça aurait fait l'affaire, quoi. Bah surtout c'est qu'en plus voilà, c'est en 2 tomes, quoi. Enfin, fais un truc avec une couverture rigide et voilà, tu mets tout dedans en une fois. Ça avait mis du temps à sortir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de retard entre les sorties de certaines histoires, donc ça a été longtemps retardé, parce que justement on ne savait pas quand sortirait la suite aux USA. Enfin, quoi qu'il en soit, ce Daredevil est très bien. Pour qui tu recommandes ça? Bah, j'ai fait une petite flèche et j'ai pas encore mis ce qu'il y avait au bout, mais Tous les suicidaires. Bah, tous ceux qui ont beaucoup aimé l'arc de Bendis et Malef. Voilà, je sais que pour moi ça reste peut-être ça fatigue certaines personnes qu'à chaque fois je le cite, mais c'est vraiment l'arc qui m'a le plus, enfin qui me reste vraiment en mémoire comme un truc vraiment génial, qui m'a vraiment plu. Pour ces fans-là, je pense qu'il faut lire le End of Days. Même ensuite, je dirais pour ceux qui n'ont jamais lu Daredevil, enfin ou qui ont pas suivi depuis récemment, je pense que c'est un arc qu'on peut lire tout seul. Ouais, pour se remettre, parce que redécouvrir un peu les on origines. redécouvre un petit peu les origines, les fréquentations de Matt Murdock ou de Daredevil. Ça peut se lire même si on n'a pas lu ce qui s'est fait récemment. Pour les fans du Daredevil, ce polar noir, quoi. Ouais. Voilà. Donc Daredevil End of Days, 100% Marvel chez Panini Comics. Sortilège, tome 2. Ah bah tiens, vu que Tizak vient de revenir, on va lui laisser faire le pitch. Blanche était la reine d'Entremonde. Maldoror régnait sur le monde d'en bas. Tous les deux, ils ont été chassés du pouvoir. Ensemble, ils sont prêts à tout pour le reconquérir. Mais l'amour est-il plus fort que la guerre? Ça fait un pitch la plus belle de la vie, tu sais. Ouais, bah c'est l'accent. Ah, c'est l'accent, ça fait tout. Oui, donc tout est à peu près dit dans ce 4e de couverture. Ça résume un petit peu le premier tome où Blanche a été déchue de son trône, où Maldoror par traîtrise, son frère et sa mère se sont retournés contre elle suite au décès de son père, qui était donc Feu le Roi. Maldoror, qui était le prince des ténèbres, a été viré lui aussi par traîtrise par sa sœur. Alors par sa sœur, oui et non. En fait, disons qu'il est allé voir une ancienne connaissance à lui, très charmante, très enjôleuse et très sorcière quand même. Très sorcière, et elle lui a jeté un vilain petit sort qui l'a paralysé, lui, le grand prince des ténèbres. Et du coup, sa petite sœur, qui est une sale petite peste, une petite merde, en a profité pour lui interdire le retour dans son royaume. Elle a pris la place et elle a fermé les portes. C'est ça, elle est devenue calife à la place du calife. Donc on suit en parallèle ces 2 histoires dans le monde des gens avec une traîtrise et une prise de pouvoir, et dans le monde des enfers avec une traîtrise et une prise de pouvoir. Exactement, donc on a 2 personnages qui ont eu finalement une histoire relativement commune, à ceci près que, avec en plus un chassé-croisé au niveau de leur état d'esprit. C'est-à-dire que Blanche, qui porte au départ plutôt bien son prénom, très héroïque, très dans des grandes valeurs, la bravoure, l'honneur, etc., se retrouve dans la peau d'un espèce de Robin des Bois à devoir se planquer au fin fond des bois, justement, des forêts, et pour essayer de retrouver des hommes, elle va faire appel un peu à tous les petits mercenaires et toutes les petites frappes qui peuvent traîner pour faire des petites attaques flash éclair façon guérilla, pour remporter quelques petites victoires et gêner la progression des armées de son frère, qui s'est en plus allié aux grands méchants, etc. Et ils vont s'entraider, parce que Maldoror va tenter d'aider Blanche, et elle va aider Maldoror à essayer de retrouver chacun leur pouvoir de leur côté. Ils vont s'aider, mais en même temps largement s'influencer, dans le sens où Blanche, elle est plus si blanche que ça. Et petit à petit, elle glisse profondément vers le mauvais côté, vers le côté obscur. Je vous en dis pas plus. Et Maldoror, lui, a un petit souci, c'est qu'au plus il est amoureux, au moins il a de pouvoir. En fait, au plus il retrouve son humanité, quoi. C'est ça. Et du coup, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine série avec un vampire et une chasseuse de. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ah tiens, j'aurais pas fait l'analogie avec Buffy.
Ah, tu parles de Buffy? Ah, je sais pas compris. Sérieux? Là, tu me fais penser à Buffy, tu vois. Mais oui, c'est un peu ce qu'il voulait. Mais c'est un peu l'histoire en fait. Parce que je me suis dit que tu Mais pouvais ça- peut-être penser à Twilight. Ah non, mais on peut pas penser à Twilight. Non mais dans Twilight, elle a pas. Twilight est pensé dans la même phrase. Non, mais... Non, mais dans Twilight, elle a pas de pouvoir, elle. C'est vrai. c'est vrai. Enfin, en tout cas, au début. Enfin bon, enfin. Bref, donc toujours est-il que Maldoror, du coup, va faire en sorte d'utiliser ses contacts, ses connaissances, ses pouvoirs, en tout cas avec ce qui lui reste, Ce qui lui reste. pour aider Blanche d'un côté à reconquérir son trône, et d'un autre côté, Blanche va faire en sorte d'aider Maldoror grâce à sa petite armée, pour que lui-même puisse reconquérir son trône des enfers. C'est du faux au scénario. Un scénario, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser sur la petite pitch qu'il y a à l'arrière, avec le mal est au cœur de l'amour est au cœur du mal. Là, il ressort une phrase un peu dans le même genre. Non, l'amour est-il plus fort que la guerre? Ouais. Mais l'amour est-il plus fort que la Voilà, guerre? on retrouve un petit peu ces thématiques qu'on avait, mais dans un contexte un peu plus... un mélange entre de l'humour et de la noirceur, parce qu'il y a un peu d'humour noir tout le temps. Alors, l'humour, il y a un personnage, en fait, qui est l'espèce de Quasimodo de service, hein, le petit Rubillon, qui a pas de face, qui a pas d'honneur, qui est maltraité aussi bien par les uns que les autres, qu'ils soient humains, qu'ils soient démons, qu'ils soient du bon côté ou du mauvais côté. C'est le gars qui est au milieu, qui sert de sésame un petit peu, parce que dès qu'on a besoin de quelque chose, que ce soit une potion, un produit, un objet, une clé, une porte dérobée, bon, on fait appel à lui, hein, c'est un peu le Géo trouve-tout des brouillards. C'est Huggy les bons tuyaux. C'est Huggy les bons tuyaux, c'est ça. On fait appel à lui, et c'est vrai que c'est généralement à lui qu'il arrive toutes les mauvaises aventures possibles et inimaginables. Donc Ouais, la mais après, petite dans touche d'humour, elle l'humour, est tu plutôt as là. la mère de Blanche qui se fait droguer, commence à avoir un petit côté humoristique dans son comportement. Oh, tu dis si. ça parce que tu aimes pas les châteaux roses. Ouais. Voilà, donc Ça, oui, non, ça j'avais oublié. Ça, c'était très drôle. il y a Oui, plein de mais- petites idées justement qui font qu'on n'est On jamais dédramatise un totalement petit dans le sérieux. Ben, c'est-à-dire, oui, ça évite de faire croire au lecteur que le scénariste se prend au sérieux. Mais en attendant, le scénario avance quand même de plus en plus vers quelque chose de sérieux et de consistant, de concret, quoi. Moi, ça m'a beaucoup plu, hein. Vraiment, je me suis régalé à la lecture. Et bon, les petites touches comme ça humoristiques permettent d'alléger le récit. Tu vois, on parlait tout à l'heure pardon. Pour l'émission 87, nous parlions de choses indigestes à la lecture. Là, on est à l'inverse dans quelque chose qui se lit très facilement. Très facilement, on avance. Thio, scénario. Bah, très bien. Moi, un peu largué. Il faut vraiment avoir relu le tome 1, Bah, je pense, pour oui, s'en voilà, mettre dedans. oui, ça, je suis d'accord avec toi, c'est que moi j'avais le tome 1 à la maison, donc c'est quand même plus facile. Mais j'ai relu, non, mais moi j'ai relu le tome 1 parce que je t'avoue, je me rappelais pas trop. Et voilà, lecture facile, un bon scénario, des dessins que j'aime beaucoup. La partie dessin, la partie Et- graphique est juste géniale. Donc Munuera au dessin, Munuera qu'on connaissait pour son passage sur Spirou et sur aussi pas mal d'autres séries. Il a fait un Merlin, il me semble. Il a aussi dessiné Petit Boulet Bill. Il a fait beaucoup de Il a fait choses. beaucoup de choses, mais ouais, enfin là c'est. Là, il est au top. il envoie. C'est juste génialissime. Les personnages sont beaux, mais tout en restant très bande dessinée. Par contre, les décors, bah, ça envoie du très 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 lourd. Et puis on a quelques grandes cases ou carrément des pages pleines qui sont juste à tomber par terre. Les jeux de lumière et d'ombre sont magnifiques. L'élégance scènes dans de le trait. Ouais, les scènes de combat sont Je crois, dantesques. je crois que ça lui a beaucoup plu. Ouais. Ah oui, il me moi, semble je bien. suis- Je veux pas m'avancer comme ça, mais je pense que ça lui a beaucoup. suis La juste à couleur, je sais fond pas du si lui top qui du l'a fait, taquet. mais je sais pas si c'est lui qui fait la couleur. Regarde au début, mais en tout cas, elle est magnifique. Il y a un Ouais. travail de la couleur qui est. Non, c'est Dias pour la couleur et j'ai envie de dire bravo. Voilà, parce que pour faire ces ambiances, les ambiances de forêt, les ambiances de clair-obscur, le travail sur le contraste entre les couleurs chaudes, les couleurs froides. Et assez paradoxalement, alors c'est paradoxal sans être paradoxal, mais le monde des ténèbres a des couleurs chaudes puisqu'on est dans la notion d'enfer, alors que à l'inverse, le monde réel des humains est plus dans des couleurs froides. Beaucoup régulièrement, en tout cas, ça Je fonctionne trouve pas comme ça très ça. paradoxal, mais oui, effectivement, c'est. Ben, pour moi, le côté humain est plus convivial et chaleureux, alors que le côté infernal, je le vois plus à la version Diablo qu'à la version éclairée dans les tons de jaune et doré comme on le fait là. Là, je trouve ça beau, le côté infernal, le monde des enfers est beau. Oui, mais parce qu'en fait le monde réel est quand même un monde assez sombre, tu vois, un peu
la Game of Thrones, quoi. C'est Ouais, mais- pas un monde où il fait bon vivre quand même. Mais c'est surtout parce que la plupart du temps, on nous montre, quand on est en journée, on est sur des scènes d'intérieur, ou alors on est en scène nocturne, et donc forcément dans des éclairages. Mais du coup, je trouve qu'au niveau du choix des mises en scène, c'est très parlant. Tu vois, les scènes de combat qui pourraient être dans la nature avec de l'herbe, des arbres, des grands terrains désolés, ils ont fait le choix de conserver cette couleur de mort-vivant, cette espèce de bleu turquoise un peu translucide, qu'on retrouve par exemple dans les morts-vivants qui débarquent dans le Seigneur des Anneaux. On est vraiment dans ce Non, côté. mais parce qu'en fait, sur une scène de bataille, c'est juste des morts vivants qui en sont en devenir, quoi. Donc. Mhm. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup au niveau du trait, c'est qu'on reconnaît un côté qui fait un peu penser à un côté Disney. Mais Taram et le chaudron magique. Ouais, Taram et le chaudron magique. Voilà, le Disney sombre, le Disney. Ouais, le Disney un peu- qui en fait est renié par Disney. Ouais. Voilà. Ah, mais pourtant Taram, ça reste un monument, je trouve. Hein. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'était un document qui foutait les boules, quoi. Ouais, mais moi j'ai adoré. Bon, alors c'est pour qui ce sortilège? Eh ben, ça va de 8 ans, parce Je que demande pas Taram et le l'âge, je chaudron demande le magique. public. Moi, je pense les fans d'Heroic Fantasy, en général. Fan d'aventure, un peu au sens large du terme. Le seul truc qui puisse un petit peu gêner si on devait offrir ça à des enfants un petit peu plus jeunes, c'est qu'il y a quelques scènes d'amour, nudité qui peuvent traîner par-ci par-là. Il me semble que dans le tome 1, c'était un peu plus chaud que dans le tome 2. Ouais, mais enfin, en même temps, moi, c'est surtout les scènes où il y a un mec qui se prend une épée dans la bouche avec le cerveau qui sort par derrière. Là, je trouve que c'est quand même peut-être plus ça qui dérangerait Ouais, que... c'est pas pire que les experts, quoi. Bah, c'est plus, si on devait aller sur une période d'âge, jeunes ados, ça va très bien. Ouais, Et puis, voilà. Oui, voilà. Euh, Et après, tous ceux qui aiment l'aventure. Voilà. Clairement, c'est... Et les schtroumpfs aussi. pour ceux qui cherchent des contes dévoyés, je dirais. C'est ce côté Ouais. complètement retourné, retordu. Ouais. Quelque chose de vraiment très sympathique. À lire. Paco les mains rouges de Fabien Vellman et je ne sais pas comment, Sago. Ouais, je suis nul en nom d'auteur, les prénoms, tout ça. C'est quoi son prénom? Il y est pas. Il y est pas, donc Sago. Sago. Alors peut-être Étienne, Eric. Émilie. Ah, c'est peut-être possible. c'est une fille. Estelle. Esteban. Ouais. Ouais. Bon, on va y aller. Donc Hein Thio, Voilà. ça Elijah. Elijah. Donc Elijah Sago et Frédéric Vellman ont voulu nous raconter quelle histoire dans Paco les mains François rouges. Feldman. Tu racontes. Thio, pitch. Donc Paco va être l'histoire d'un gars qui a été jugé donc coupable d'un crime et qui va être envoyé au bagne. Et pour information, c'est un enseignant. Oui. Ça C'est peut des nous criminels en arriver. puissance. Des criminels en puissance. C'est un c'est bien. message, je sais. Hein. Donc il va être envoyé au bagne, donc il va nous raconter tout son cheminement. Au bagne dans les Bouches-du-Rhône. Au bagne, capitale de la poterie. De la poterie et du santon. Donc il va être envoyé en Guyane. Alors je sais plus d'où est-ce qu'il part exactement, de quelle porte, mais enfin bon, on va nous On raconter ne sait pas. tout le trajet de C'est Le Havre ou La Rochelle en général. Ouais, généralement. Ouais. tout le trajet de la prison jusqu'au bagne lui-même et ensuite sa vie dans le bagne. Et c'est là que les choses se compliquent assez bizarrement. On En s'y fait, attendait pas. Hein. toutes les choses les choses se compliquent déjà dès le bateau. Oui, dès le passage dans la ville, en fait, je te dirais, puisqu'il cherche quand même sa chérie. sa chérie qui n'est pas venue. là, mais est-ce qu'il l'a pas vue ou est-ce qu'elle n'est pas venue Mystère. Et alors tout va se donc, compliquer voilà. parce Et- que Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais donc avant que ça se complique, toute l'histoire en fait est le personnage de Paco qui raconte cette histoire à quelqu'un. On ne sait pas encore à qui. À un moment donné, on pense savoir. On pense, mais voilà, il raconte cette histoire. C'est comme c'est grosso modo, il écrivait une sorte d'autobiographie Ouais. et qu'il explique à la personne, voilà, je vais tout te raconter sans aucune concession. Tu sauras tout et tout, je vais rien te cacher. Et c'est vraiment sans concession. Voilà. Il Même ne cache si absolument rien. parfois ça va être peut-être un peu cru, des fois ça va être violent, des fois Ouais. ça va être, mais je te raconte tout. C'est Voilà, voilà. on spoil pas grand chose si on commence à évoquer des scènes de viol. Même si elles ne sont pas dessinées, elles sont évoquées, elles sont dites clairement. Et Non, voilà. et je crois que plus fort que ça, parce que je pense que c'est un des propos principaux de la BD, c'est cet éveil à l'homosexualité. C'est ça. On est un petit peu sur ce qu'on Cette découverte. avait lu dans Deadline, où dans des situations particulières, alors dans Deadline, c'était une situation de guerre, la guerre de sécession, et où il y a une rencontre, un éveil à l'homosexualité. Là, c'est un petit peu sur le même principe, avec Paco qui, à un moment donné, ressent des sentiments pour un autre détenu,
et à tel point que il va faire des choix personnels extrêmement dangereux, extrêmement contestables pour son intégrité physique et mentale, par amour pour ce détenu. Il ne sait même pas si cet amour d'ailleurs est partagé. Là, on rejoint un petit peu Deadline, hein, dans le sens où il y a une incertitude sur la réciprocité des sentiments. Même si dans Deadline il n'y avait eu absolument aucun contact physique, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas dans Paco. Mais voilà, on pousse encore un petit peu plus loin, je trouve, le sentiment amoureux et l'éveil à l'homosexualité. Puis il y a une façon de montrer les choses où je crois que le mot homosexuel ne doit jamais être employé. Je pense que le mec s'y refuse. Aussi, parce que ça doit être dur à admettre, surtout dans le cadre dans lequel... on est en 1800 et des cacahuètes, hein, donc... c'est comme dans ces trucs de mafieux où on t'explique que l'homosexualité en prison, c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour certains, elle n'est pas choisie, quoi. Oui. Donc là, ça reste... Enfin, pas toujours choisi, mais pas dans tous les cas, on va dire. C'est ça. Donc voilà, bref, on est sur cette histoire qui nous est racontée. On imagine largement que Paco est dans sa lointaine vieillesse, peut-être même au bord du bout de sa vie, allongé sur un lit, quand il est en train de raconter ça à la personne donc qui est son interlocuteur ou son interlocutrice. Encore une fois, on pense à peu près savoir à un moment donné dans le livre, mais on n'a pas plus d'infos, on apprend ça à peu près vers le milieu du bouquin, je crois. Mais sur la suite, on n'a plus d'indices de ce point de vue-là. Et donc, il nous narre ces différentes années. Donc, à la fin de ce premier tome, on est pas loin de 4 ans environ 4 ans de détention, ce qui est, on va dire, un record, hein, puisque on considère que 5 ans, c'est le record absolu de détention dans le bagne. Lui, il a réussi plus ou moins à se faire sa place, alors au soleil, façon de parler, hein, c'est un petit peu ironique. Mais voilà, il a réussi à trouver sa place là-dedans, et il remet tout en cause en faisant le choix de partir sur une autre destination pour pouvoir rester au contact de son amoureux. Thio, le scénario. Vraiment, non, vraiment... très bien mené, quoi. Très bien mené, voilà, je dirais tout est fait dans la fluidité. Il te raconte le passage sur le bateau, l'arrivée en Guyane, les différentes péripéties qui vont lui arriver, qui vont lui donner son surnom, tous les plans bidouilles qu'il va avoir. Moi j'ai eu une vraie impression de réalité, quoi. J'ai eu l'impression de regarder, c'était le film avec Steve McQueen, c'était Papillon. Oui, ça fait vraiment penser à Papillon. Ça fait vraiment beaucoup penser à Papillon, et c'est criant de vérité, c'est très cru tout en disant plein de retenue. On est sur un fil, je trouve, tout le long. On parle de choses graves, de violence physique, de violence mentale. Le fait de se découvrir une autre sexualité, ça reste quand même quelque chose, un pas important, je trouve, dans la vie de tout un chacun. Donc c'est pas évident. Et pour autant, on est dans la délicatesse et de la dentelle du début à la fin, même quand on parle de choses très dures et très crues. On est sur quelque chose de très ténu, pas vraiment. Même s'il y a de la violence dans les paroles, dans les histoires racontées, on reste sur le fil du rasoir là, comme ça, juste sur de la délicatesse. Et c'est pas mal aidé par le dessin, justement, qui a un côté un petit peu naïf. Oui. On est dans des tons un peu sépia. Voilà. Il y a un petit côté un petit peu naïf dans le dessin, très simplifié, qui joue sur des personnages simples. Voilà, c'est vraiment un peu cartoony, mais un petit côté fauvisme dans l'idée, qui va un petit peu à l'encontre de la dureté de ce scénario, et qui est vraiment une grande réussite. Le dessin, pour vous? Le dessin est certes simplifié, mais il n'est pas simpliste pour autant. On a une répartition de cases qui généralement est assez classique, mais parfois qui sort un petit peu des sentiers battus. Là, tu vois, tu tombes pile poil sur la bonne page. Sur une page, oui, où il y a quelque chose d'un peu plus expérimental, voilà, quelque chose d'un peu plus expérimental, mais qui correspond aussi à ce qui se passe dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en pleine crise de palu et il divague. Et donc effectivement, au niveau de la mise en page, eh bien, ça divague là aussi.
C'est très intelligemment fait et les décors nous plongent, je trouve, assez bien, à la fois dans ce contraste entre une nature qui peut être flamboyante et machin, mais en même temps très hostile, et puis l'isolement de ces campements, l'isolement de ces baraquements où ils vivent, où il n'y a pas de barreaux, où il n'y a pas de grillage, où il n'y a pas particulièrement de moyens d'enfermement. Le meilleur moyen d'enfermement, c'est qu'autour, c'est la jungle. Et bon courage les gars. C'est la première phrase qu'on leur donne quand ils arrivent sur le bagne, c'est écoutez, si vous voulez vous échapper, régalez-vous, libre à vous. Mais d'un côté, il y a la mer, l'océan et les requins, et de l'autre côté, c'est la jungle, et les maladies, les serpents, les bêtes sauvages, le machin. Donc si vous voulez vous échapper, régalez-vous. Dans le doute, ils ont quand même une petite équipe de chasseurs, pour aller récupérer les prisonniers. Le but n'est pas non plus qu'il y ait une incertitude sur le sort du prisonnier s'il s'échappe. On essaye quand même de le ramener. Donc voilà, c'est extrêmement bien expliqué, extrêmement bien détaillé. Et puis là encore, même si le dessin est simpliste, tu vois, c'était encore sur une page qui illustrait bien ça. L'arrivée sur le port, on a plein de petits détails de fourmillement, de petits personnages, de détails dans les baraques, dans les constructions, dans la végétation. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un dessin qui est certes simple, mais pas simpliste pour autant. C'est pas dénué de détails. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, vraiment, voilà, je peux pas en dire plus que Tizak. C'est très joli. Certes, c'est simple, mais on va à l'essentiel, quoi. Il y a des fioritures parce qu'il y a beaucoup de détails, mais tout est dit dans le dessin et avec une narration, je trouve, qui est très très bien menée, Une narration très douce, ouais. C'est pour qui ? Bonne question. Moi, je dirais déjà les fans de Papillon. Oui, le film. Bon, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ça c'est sûr. Si vous avez aimé cette ambiance-là, vous la retrouverez dedans. Et ça raconte autre chose, et c'est vraiment très bien fouillé là-dessus. Sinon, Fouillou. Ceux qui ont eu, je sais pas, ceux qui ont envie de faire un voyage dans un autre univers, quoi, un truc qu'on connaît pas. Ah, tous les fans de Marc Lévy. Bon, alors donc non, pas pour les lecteurs de Marc Lévy, parce que je pense que ça. Non. Pourquoi pas Pourquoi pas hein. Peut-être qu'ils lisent d'autres trucs. On va se faire beaucoup d'ennemis là sur le coup. Non, je pense que ouais, c'est ceux qui ont envie, ceux qui ont envie de voyager autrement, parce que c'est dépaysant, c'est troublant comme histoire. Oui, clairement. Donc Paco, les mains rouges de Velman et Sago, un tome 2 viendra conclure l'histoire. C'est chez Dargaud. Par contre aussi une très jolie couverture, un petit peu en toilé. Voilà, magnifique. Frontiers, les chroniques des agents du BAD. Attention, cette chronique sera écoutée par notre service juridique qui se permettra de biper les mots qui ne conviennent pas. Mais c'est de la bip. Christophe Wilde. Les chroniques des agents du BAD, tu l'as déjà dit. Hein. Oui, je l'ai déjà dit. C'est le tome 1, c'est la traque. Ça, je l'ai déjà dit, moi. C'est chez Glénat. Merci d'être là. C'est le service juridique qui parlait, et là, il fallait quand même qu'on le fasse, quoi. Nous allons donc suivre les aventures des agents Daniel Storm. Daniel Storm, qui travaille pour le BAD, et qui, en gros, traque des phénomènes paranormaux. Ouais. En fait, il traque un peu de tout. C'est-à-dire que c'est un enquêteur, c'est un policier. Donc quand il y a une enquête à mener parce qu'il y a des crimes, parce qu'il y a une suspicion de serial killer, un dangereux criminel, bref, une enquête de police lambda, lui il est là parce que la piste amène à quelque chose de surnaturel. Voilà, on est dans cette espèce d'univers où les aliens sont là depuis belle lurette, et où il y a des interactions, notamment avec un certain petit Albert Einstein qui fait son petit tour dans le coin. Oui, on est dans une uchronie, une sorte de monde qui a évolué avec des extraterrestres qui ont rappliqué et plein de phénomènes bizarres liés à ça. C'est une succession d'histoires, moi c'est l'impression que ça m'a donné, c'est-à-dire qu'on a plein d'histoires courtes, ambiance horreur, avec un petit côté humoristique, qui se suivent avec un fil rouge qui est l'enquête de notre héros. Et c'est là pour moi que le bas blesse, principalement, c'est que chaque petite histoire séparément est sympathique en soi,
mais que le fil rouge fait vraiment, vraiment très artificiel. On sait pas où ça va. Moi, personnellement, j'ai pas du tout vu le côté petite historiette, mais... Oui. Alors, tout est rattaché à l'enquête principale, donc... Non, parce que par exemple, pour moi, le passage où on a la fille de comment ça s'appelait dans Machete, c'était pas Machete, Oui. c'était l'autre version, c'est avec celle qui avait la jambe qui tirait de partout. De Grindhouse. Oui. Voilà, ce style-là, donc l'épisode avec le robot Panzer Trooper, excuse-moi, mais Le Panzer Trooper, il fait 3 pages, c'est juste pour présenter le personnage de la mercenaire blonde. donc pour moi ça sert à rien. Ça aura peut-être un intérêt dans Ça les va être un tomes intérêt suivants. plus tard, mais enfin Là, c'est amené un peu comme un cheveu sur la soupe. c'est que d'un coup, en fait, si tu veux, tu es sur une page où, ouais, on enquête. Ah, au fait, où est Machine? Ah, hop, Machine, 4 pages. Et Machine, on la retrouvera plus ensuite, quoi. Donc c'est son équipière, mais pas vraiment. Ouais, je sais pas. Moi, Pour un premier tome, ça m'a pas du tout dérangé qu'il y ait ça au milieu, par exemple, parce que on nous présente d'une part l'univers avec le type de créature qui a pu exister, de machine en tout cas, qui a pu exister, une petite référence sympathique justement à l'univers Grindhouse, pas dénué d'intérêt, je trouve pour le coup, enfin en tout cas pas dénué de fun. Un petit sigle de l'ex-Union Union soviétique qui traîne sur le Panzer. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Non, en tout cas, c'est pas ça qui m'a le plus gêné pour le coup. Bah, moi, c'est le côté vraiment historiette. Il y en a des rigolotes, celle avec la poupée robot, là, qui est vraiment une histoire avec un début, une chute qu'on pourrait sortir totalement du cadre de cette histoire-là, et Oui, voilà. ça c'est vrai. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on sent qu'il essaye de mettre en fait, il a écrit plein de petites histoires sympathiques, on sent qu'il essaye de mettre un fil rouge un petit peu, voilà, il bourrine un peu pour faire rentrer ça dans son fil rouge, quoi. C'est l'impression que ça donne. Moi, ça m'a pas donné cette impression-là. Le fil rouge, il est donné par la recherche de l'espèce de tueur en série qui n'est pas tout à fait nouveau de ce qu'on nous explique, puisque X années auparavant, il y avait déjà eu exactement les mêmes indices. Du coup, l'enquête s'oriente assez rapidement vers un type de suspect. Donc non, moi, ça m'a pas particulièrement choqué. Alors après, ce que je trouve un petit peu facile, par contre, c'est que quelle que soit l'historiette, pour reprendre le terme, on soit dans quelque chose de forcément ultra sexy. On va revenir sur le dessin, justement. Ultra bombasse, ultra manara. Donc on est sur un dessin en noir et blanc avec quelques touches pointes de couleur pour montrer le sang, pour créer un petit peu d'ambiance. Un dessin très léché, très fin, proche du photoréalisme. Ah oui, on est presque dans le photoréalisme. Et d'un fan de pin-up. C'est bourré de pin-up non-stop dans tous les sens. C'est très joli. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu artificiel. Après, moi, je trouvais ça plaisant à l'œil. Enfin, c'est artificiel, mais en même temps, je trouve que ça convient bien au domaine de la BD, enfin de cette histoire. Et c'est côté série Z. Ouais, et c'est très 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 joli. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé graphiquement. Les petites touches de couleur sont vraiment là justement à chaque fois ont un intérêt. Graphiquement, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé. Moi je dis, c'est vraiment sur le scénario où il y a des moments où, comme toi, j'ai perdu le fil, quoi. Mais graphiquement, tu prends, enfin voilà, toutes les meufs, c'est vrai que par contre, ça fait un peu redite, mais toutes les meufs de toutes les histoires sont à tomber. Ah, mais juste à tomber. Voilà. Alors, au niveau de. Tu pourrais dessiner des moches qu'on fantasme sur autre chose de ton. Hein, non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Moi, d'accord, Pierrick, ok, pas de problème. Non, mais moi, j'ai rien à lui dire. Il peut continuer à dessiner des meufs. Hein. Il le fait bien. Il le fait très très bien. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à du Sin City. Dans l'ambiance noire, la majorité des pages, hein, je te parle pas de l'intégralité des pages, le côté cybernétique là de la poupée cybergénétique mise à part. Le reste, j'ai trouvé qu'on était dans cette ambiance noir-blanc, avec des petites touches de couleur parfois, des bombasses, des super enquêteurs, des choses surréalistes. On n'a pas lu le même Sin City, je crois. Je vois ce que tu veux dire sur le côté noir. Sur le côté noir, mais pas sur le côté surréaliste et là on est plus dans du côté Dark City, tu vois, si on devait aller dans le côté à se rapprocher de quelque chose. Un petit mélange entre les deux. Ouais. Ouais, Dark City est quand même beaucoup plus technologique, je trouve que beaucoup plus futuriste que là où il y a un petit côté
plus old school, plus désuet. On est sur des caisses façon traction avant. Oui. La façon dont les personnages masculins en tout cas sont habillés. Oui, on a même un Bogart au milieu. Oui, voilà. Enfin, on est très old school, je trouve, de ce côté-là. Enfin, moi, j'ai bien adhéré à l'univers. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a quelques petites digressions. Alors, la majorité des digressions sont rattachées effectivement à l'enquête principale. Le passage de la petite héroïne robot, on va dire, c'est un prétexte à rajouter une bombasse au milieu. Et, c'est ça, il y a un petit côté un peu gratuit en fait. Et à faire le lien avec l'enquêteur normal, pas de l'enquêteur du bad, mais l'enquêteur de la police, de la police classique avec qui il va devoir travailler. Donc c'est lui qui a un look très Bogart. Et je suppose que dans la suite des tomes, on va avoir ce personnage-là qui nous sera plus utile. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que c'était un petit peu gratuit au niveau de cette mise en scène-là. Bon, après, sur l'ensemble des pages, on est sur 45 ou 50 pages, je sais pas, ça dure 5 ou 6 pages. Bon, c'est pas dramatique, quoi. Bon, c'est pour qui Bon, pour les enfants à partir de 4 ans. Hein. Les fans de Grindhouse et de Roswell, mais... Oui, quand vous êtes pour ceux qui veulent se rincer l'œil. Fan de Pulp Fiction, allez-y. Fan de Grindhouse, allez-y. Pour les amateurs de série Z. Ouais, amateurs de série Z, allez-y, foncez. Moi, j'ai bien aimé le personnage féminin qui joue son acolyte, là, qui a un petit côté chaton. Voilà, ça, c'est la petite touche d'humour, je trouve, qui est très sympa au milieu. Oui, moi, quand tu la vois dans le bar en train de jouer avec la pelote, c'est... Mais c'est excellent. Voilà, elle te file le dossier, attention, le papier est très fragile, elle lui a mis un petit coup de griffe et il est tombé en lambeaux. Voilà, ouais, il y a des petits trucs un petit peu fun au milieu. Je pense c'est une BD qu'il faut prendre avec le même recul que quand on regarde effectivement un film Grindhouse ou un film de série Z quelconque. Ouais, j'ai pas vu ce côté. Moi, j'ai pas réussi à voir ce côté second degré en fait. Pour moi, ça m'a paru trop premier degré. C'est pour ça que j'ai eu un peu du mal. Je pense que je suis un peu entre vous deux, quoi. Je suis du côté un peu de Tizak sur le Grindhouse et sur le scénar qui est un peu drôle, et je suis aussi de ton côté un peu pied où voilà, il y a beaucoup de un scénario qui est un peu trop décousu à mon goût. Il y aurait peut-être un travail, voilà, au niveau du scénario pour faire vraiment beaucoup plus de liens sur une histoire vraiment globale. Ouais. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait, la BD aurait vraiment gagné en puissance à avoir une histoire beaucoup plus construite, quoi. Alors c'est vrai que le scénario n'est pas très dense au niveau du bouquin. Maintenant, l'air de rien, on met en place quand même pas mal de personnages. On met en place un monde totalement inconnu en route. On met en place un tueur en série. On met en place des extraterrestres. On met en place des systèmes de téléportation. Oui, mais tout ça, t'aurais pu mettre... Ah oui, mais c'est pas dense. Non, mais enfin, si, oui et non, quoi. T'aurais pu, je pense, vraiment essayer de faire une histoire globale, et ça aurait vraiment été beaucoup plus limpide à lire. Là, on part dans beaucoup de choses, et c'est ça qui m'a le plus gêné. Bon, après, peut-être que dans le tome 2, Christopher Wilde va changer un petit peu son fusil d'épaule et peut-être va changer des choses, peut-être qu'il va un peu plus travailler. Peut-être qu'on va se rendre compte que tout était vachement bien lié et qu'on l'avait pas vu avant. Peut-être aussi, ouais, non, clairement, mais peut-être qu'il va travailler plus dans le sens que nous on veut. Maintenant, enfin, mais voilà, c'est le tome 1 que nous venons de chroniquer. Et donc voilà, on est que lecteur. Et donc là, tu veux t'en aller en fait. Et donc je tiendrai juste. Oui. Non, mais en fait, je finis quand même parce que ça fait 4 fois que vous me coupez de sa parole. Mais voilà. Et donc, je pense que peut-être qu'il va travailler plus dans notre sens, dans le sens que nous on veut. Peut-être que ça a plu à d'autres personnes comme ça. Voilà, c'est. Je tiendrais juste à rappeler que le côté Grindhouse, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire des petites histoires comme ça qui ont l'impression d'être décrochées, et qui se réunissent sur le fil du. Tu prends le Grindhouse de Tarantino là, c'était ça. J'ai plus de nom en tête, ça revient pas. Et ça me revient pas non plus. C'est pas Planète Terreur, c'est Planète Terreur. Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort. Sur Boulevard de la Mort, on est exactement là-dessus. On est sur plein d'histoires comme ça qui se réunissent finalement sur une seule trame. Moi, ça me choque absolument pas. Ok, Frontiers, tome 1 de Christophe Wilde de chez Glénat. Blotch! Page! Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus laide. Ce n'est pas vous, ma chère, c'est cette beauté qui est la plus laide. Écoute, miroir, tu vas peut-être finir chez un antiquaire. Je te demande qui est la plus laide et tu me cites une beauté? Mais c'est que beauté, c'est son nom. Mais quelle idée de s'appeler beauté lorsque l'on est laide. Mais en fait, ce n'est pas son vrai prénom, ma chère. Elle s'appelle Morue.
Voilà un nom qui ne me sied guère. Et cette morue, puis-je la trouver afin de m'en débarrasser? Dans une excellente bande dessinée en 3 tomes de Keras Coët et Hubert. Beauté. Oh là là, quelle impro. On est toujours de très haut niveau. Nous avons parlé de beauté, on vous a déjà parlé des 2 premiers tomes, des Keras Coët, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont 2, c'est un couple, et de Hubert au scénario. C'est comme les couettes. Ça marche pas. Ouais. Voilà, c'est l'histoire de la jeune morue qui est née moche et qui pue le poisson parce qu'elle s'occupe du poisson, mais elle est vraiment laide, c'est horrible et tout le monde se moque d'elle. Et alors qu'elle est mal, une fée vient la voir et lui dit quel est ton souhait. Et elle dit je vais être belle aux yeux des autres. Et elle devient belle aux yeux des autres. En fait, elle reste moche, elle est toujours moche en vrai, mais tout le monde la voit belle. Mais tellement belle qu'elle est désirée par tous. Et là, elle se rend compte qu'être désirée par tous, c'est bien rigolo au début, mais ça peut amener beaucoup de problèmes, car cela déclenche au début des conflits, des jalousies, des petits conflits locaux. Puis ensuite des guerres. Des guerres entre continents, et enfin une guerre mondiale, quoi. C'est l'apocalypse. Nous sommes dans un conte de fées complètement barré, complètement surtout contourné, avec cette cruauté que l'on trouve dans les vieux contes, cette méchanceté avec ces fées qui ne sont pas si gentilles que ça. Bien avant que les contes aient été édulcorés par Monsieur Walt Disney. Ouais. Voilà, et Monsieur Perrault, je crois aussi. Monsieur Perrault aussi. Ouais, mais eux, ils ont des versions alternatives. Et le tome 3 vient enfin de sortir. Nous avons été fort pris par cette bande dessinée que nous avions bien aimée déjà, nous avions accroché, et on se pose toujours la question quand on suit une BD de se dire est-ce que la fin sera à la hauteur des premiers tomes? Messieurs, votre verdict? J'ai envie de dire oui. Ouais, c'était... Non, clairement. Non, clairement. Non, mais... Alors pour être non, pour très être clairement, non, mais oui. Mais en fait, si tu me laisses finir mes phrases sans couper, donc. Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Donc non, clairement, la fin est géniale. Ouais. Ça reste dans le ton des 2 premiers tomes. On termine donc l'histoire de beauté avec beaucoup de cruauté, beaucoup de dessins de faits qui vont être très crus, très violents. Je pense qu'on peut même aller jusqu'au mot violent. Ce qui rend définitivement ce conte pas pour enfants. Alors, nous allons parler surtout du tome 3, ce que cela ne vous empêche pas de lire les premiers tomes, car on reste dans une structure de conte de fées classique, et il n'y a pas beaucoup de surprises dans les événements, entre guillemets. Ce ne sera pas vous spoiler à donf que de vous raconter où on en est dans le tome 3. Beauté a été emprisonnée par le roi local qui ne la veut que pour elle, avec sa fille. Elle est dans une tour et le gars il est en pleine obsession et il veut surtout que personne ne la voie parce qu'il sait que si un autre homme la voit, il la désirera. Voilà. Et Beauté commence un peu à sortir de sa naïveté, de sa bêtise, aidée par sa fille, qui est aussi moche qu'elle vu que elle est restée moche. C'est les gens qui la voient belle. En vrai, elle est moche. Et Beauté décide de sortir un peu de son rôle passif, surtout pour sa fille. En fait, son instinct de mère ressort et elle perd cette naïveté confondante et désolante qu'il y avait dans les premiers tomes. Elle perd sa bêtise, parce que là, on était clairement au niveau de la bêtise. Et à partir du moment où sa fille est là, sa fille l'aiguille, sa fille la met sur le versant du bon, la situation c'est ça, ton problème c'est ça, mais en même temps, ça te donne aussi des avantages. Sers-toi des avantages que cela te procure. Ce qui est assez rigolo et assez paradoxal d'avoir une petite fille qui dit à sa maman globalement sers-toi de ta beauté pour arriver à tes fins. Et c'est pourtant exactement ce qui va se passer. Et la conclusion, si on arrive à sortir de cette spirale infernale de conflits et de elle est belle, je la prends, mais du coup ça déclenche une guerre. Alors pendant la guerre, c'est l'autre qui la récupère et qui en devient fou amoureux, qui devient totalement barjot et du coup ça redéclenche une guerre, etc. On arrive à sortir de cette spirale-là parce que elle sort de sa spirale de bêtises et de victimisation passive permanente de sa situation. En parallèle, on suit aussi l'ancien prétendant de Beauté et la sœur de l'ex-mari, le roi qui s'est fait des soudés de Beauté, qui essaye de reprendre le contrôle de leur royaume. C'est ça. Elle est pas très belle. On peut pas dire qu'elle soit aussi moche que Morue, mais elle est pas très belle, mais elle est surtout très intelligente. Par contre, voilà, on peut dire qu'elle a un truc entre les 2 oreilles. Elle sait s'en servir, quoi. Oui. Et c'est pas un nez. Et ce n'est pas ça que un nez. C'est toujours magnifique. Je sais pas, c'est difficile d'aller au-delà parce que l'histoire en soi est assez simple en fin de compte.
Ouais, mais non, mais c'est extrêmement bien mené. C'est ça qui est pas évident, en fait. C'est de partir d'un prédicat aussi simple que celui-là dans les contes et d'arriver à mener toute cette histoire et toutes ces petites histoires autour de manière aussi intelligente sans que ce soit pénible à lire ou incompréhensible Avec ou une alors richesse. on puisse s'y perdre. Non, là, c'est riche et on comprend tout. Surtout que, au final, l'objectif va être de réussir à se venger de la fée. Il y a en plus ça, c'est que Voilà, en c'est- plus de réussir à sortir les protagonistes des conflits, en plus de s'occuper des rois qui ont perdu le ciboulot, en plus de ramener la paix, au milieu de tout ça, on s'occupe de son enfant et on se venge de la vilaine fée Mab, qui est la vilaine fée, hein, puisque la vilaine fée Mab avait déjà trahi sa sœur. Pour obtenir le titre de reine des fées. Alors elle s'est faite bannir par la suite, etc. Ça a été, on en apprend Ensuite, toute beaucoup cette plus. histoire du monde féerique, quoi. Exactement, on en apprend en plus sur le monde des fées. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et tout est extrêmement bien mené du début à la fin. Voilà, encore une fois, il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ça pourrait être très complexe et à l'arrivée, on arrive à tout lire, à tout comprendre, à se souvenir de tout. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, pas besoin de relire le premier tome pour arriver à se replonger dans l'histoire. Après, graphiquement, il y a aussi beaucoup de phases d'introspection des personnages où il y a leur démon, on va dire, qui les rattrape. Et ces cases-là, je trouve, sont vraiment jolies, quoi. Ouais. De toute façon, il y a un travail graphique, moi, que je trouve, bon, je l'ai déjà dit en parlant des premiers tomes, ce côté dessin ancien, avec un dynamisme moderne, mais un style qui fait penser à ces vieux livres de contes, avec ces tons C'est de les choix des marron, de couleurs, marron, de rouge, Le choix des couleurs y aide beaucoup. Ouais. de noir aussi, qui sont assez forcés de temps en temps, quelque chose de très 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 beau, et qui va totalement dans cette esthétique du conte à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne parce que c'est dur. Oui, clairement. Clairement. Moi, une des surprises que j'ai eues, c'est que c'est chez Dupuis, ça a été prépublié dans Spirou, et c'est là qu'on se rend compte que Spirou n'est pas un magazine pour enfants, mais un magazine grand public, parce qu'il y a des scènes dans le tome 3. Oui. Waouh, Oui. ouf, disons que quand on Ce nomme n'est pas une équipe de foot qu'elle a en face, c'est une armée. Et la demoiselle. Ben non, il y a des scènes un peu, ouais, comme je disais, qui sont, enfin, pas celle-là. il y a mais du pas viol, il y a du... Voilà, c'est un peu violent, c'est un peu cru. Il y a de la nudité frontale. Ah oui. C'est pas un conte pour enfants. Non. Voilà. Mais je Donc- pense qu'ils sont un peu, enfin, ils deviennent spécialistes du truc, parce que Jolies Ténèbres déjà avait été, Ouais, c'était Carrasquette au dessin, mais c'était Velman. Velman au scénario. ouais, et c'était déjà, je trouve, une grosse claque quand même, parce que tu t'attendais à un truc tout mignon, tout, et en fait, pas du tout. Et je pense qu'ils aiment bien justement un petit peu partir sur ce contre-pied-là, de nous faire croire qu'on va avoir un truc tout mignon, tout léché, et que finalement on arrive à quelque chose qui est quand même très cruel, quoi. Je reviendrai simplement sur les 3 couvertures. Autant le premier tome, on est effectivement sur quelque chose de relativement classique pour le conte. Le tome 2, on nous montre quand même déjà un personnage qui est très féminisé. Petit côté Klimt. Voilà. Et oui, avec la tapisserie de fond, là. Le 3e tome, on est déjà dès la couverture, sur une nana ultra bien tankée, nue. Au milieu des monstres. Au milieu des monstres. On sent qu'elle descend dans les enfers ou un truc dans le genre. C'est cela. Donc on n'est pas, enfin la couverture n'inspire pas quelque chose pour enfants là. Mais clairement. toujours avec le petit oiseau. Mais toujours avec Sur le les petit. 3 couves. Non, et on voit pas son petit oiseau. Ah si. Dans Non, le mais premier. on ne voit pas son petit oiseau. C'est toujours Mab, en fait, le petit oiseau. Oui, Entre- Mab est là, la vilaine fée. Voilà. Ouais, ça va. C'était la blague. La minute Jean Roucas. Donc, nous ne pouvons que recommander cette bande dessinée, qui est une vraie petite merveille. Complètement. Le scénario, le dessin, la façon dont tout est mené. Et c'est il va y que avoir du un régal. coffret qui va sortir pour Noël, qui va regrouper les 3 tomes, qui va être de toute beauté le coffret, et je regrette presque d'avoir acheté les tomes séparément. Mais bon, un magnifique cadeau à faire, je pense. Et il y aura quoi, une grosse chaussette de Noël, un petit chapeau. Non, mais c'est juste que le dessin du coffret est superbe, quoi. Non mais voilà, est-ce qu'il y aurait un plus dans le coffret? Je ne sais pas. Moi je sais que dans un Nullbug par exemple pour Noël, il y avait eu une paire de chaussettes Nullbug, quoi. Super. Voilà, c'était juste que j'avais envie de le dire. Donc, beauté des Carasquettes et de Hubert chez Dupuis en 3 tomes. Et c'est trop bien. Carte blanche à Com. Bonjour Com. Salut. Comment ça va depuis le mois dernier? Bah écoute, pas mal. Ok. Donc le mois dernier, tu nous as parlé de la définition de la BD. Maintenant, on va un peu revenir sur son histoire. Alors déjà, on a du mal à définir la bande dessinée. Mais si on n'arrive pas à la définir, comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'elle a commencé?
Eh ben, écoute, on ne peut pas. Voilà, fin de l'intervention. J'apprécie ta concision, c'est très agréable. Je pense que je vais faire des chroniques flash comme ça maintenant, ça me paraît pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est le vrai problème, quoi. En gros, c'est quoi la première bande dessinée, hein? Quelle est l'espèce de Graal comme ça parce que c'est lié aux questions de définition. C'est-à-dire, si tu trouves quelle est la première bande dessinée, tu peux du coup à partir de celle-là te dire, ok, donc ça veut dire que la bande dessinée c'est tel critère. Et inversement, tu peux aussi dire, pour moi la bande dessinée c'est tel truc, donc je considère que le premier exemple c'est machin. Donc voilà, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, on n'en sort pas, quoi. Alors, quand tu parlais des définitions, ça va nous permettre d'en monter loin. Tu disais suite d'images avec une séquentialité, ça raconte quelque chose en gros. Donc on part direct sur les hiéroglyphes. Et voilà, alors c'est ça le premier problème, c'est les ancêtres de la bande dessinée. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des choses comme les hiéroglyphes ne sont pas de la bande dessinée. Par contre, est-ce qu'on peut considérer que ce serait une espèce de proto-bande dessinée, de bande dessinée préhistorique, d'ancêtre de la bande dessinée? Pour monter plus loin, je crois qu'il y a aussi les dessins dans les grottes préhistoriques. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, on peut en fait remonter aux premières formes du langage écrit, hein, que ce soit les grottes de Lascaux, les hiéroglyphes, les idéogrammes, hein, si on va du côté asiatique. Bon, on peut remonter comme ça, on peut citer plein d'exemples. Pour moi, c'est une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que certaines de ces formes peuvent éventuellement ressembler à la bande dessinée si on prend la définition qu'on avait citée le mois dernier. Mais bon, c'en est pas vraiment. C'est-à-dire que les hiéroglyphes, c'est des dessins, mais en fait, c'est des dessins qui représentent, qui sont du texte en fait. Hein, c'est du dessin-texte en quelque sorte. Donc en fait, c'est contraire à la bande dessinée telle qu'on la connaît. Ou pour le coup, par exemple, si tu vas avoir un dessin de chien, ça symbolise pas le dieu chien de je sais pas quoi, non, c'est un chien. Et il peut courir, il peut attraper un os, il peut remuer la queue, alors que le chien, quand je dis le chien, mais je crois pas qu'il y ait de dessin de chien dans les hiéroglyphes, mais c'est pour l'exemple. Et le chat. Ou le chat, ou le faucon, ils sont statiques. C'est-à-dire que il va pas y avoir, enfin peut-être je me trompe, hein, je suis pas spécialiste des hiéroglyphes, mais il va pas y avoir de faucon qui lève une patte, de faucon qui regarde vers la droite, de faucon qui regarde vers la gauche, et ces trois formes voudront dire trois choses différentes. Non, il y a faucon qui veut dire un truc, éventuellement qui veut dire autre chose si tu l'associes à un autre dessin, mais c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment une forme d'expression qui est extrêmement différente finalement quand on y réfléchit de la bande dessinée. Et pour moi, il faut vraiment se méfier de ce genre de rapprochement qui est pas très productif. Alors après, bon, il y a des formes qui se rapprochent un peu plus de la bande dessinée telle qu'on la connaît. Là, tel que je te parle, j'ai dans mes mains l'ouvrage de Scott McCloud, L'Art invisible, dont on avait parlé il y a un certain temps maintenant, dans lequel justement il cite tous ces exemples, tous ces ancêtres de la bande dessinée, notamment le fameux codex, je me souviens plus de son nom parce qu'il le donne pas, mais un codex, donc c'est un récit en images précolombien qui date de 1519 à peu près, où là tu as des suites d'images qui racontent une histoire, donc on pourrait considérer que oui, pourquoi pas. De la même manière, la tapisserie de Bayeux, qui raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands, là aussi, ça peut éventuellement être considéré comme une espèce d'ancêtre de la bande dessinée, puisque il n'y a pas de cases, hein, mais il y a un récit en images, il y a des images qui suivent plus ou moins. Tu as d'ailleurs du texte qui t'explique un petit peu ce qui se passe. Donc là, pourquoi pas considérer que c'est un ancêtre. Dans le genre de choses étranges, il y a aussi Xavier Gilbert qui, le mois dernier, a mis sur Dune 9 une partition qui s'apparente un peu à des codes de la BD. Ah oui, alors j'avais effectivement, on en avait un petit peu parlé avec Xavier, puisque j'ai collaboré à du Neuf fut un temps, et ouais, je m'étais intéressé un petit peu à ça dans un sujet sur les rapports entre musique et bande dessinée. Il y a des partitions, notamment des compositeurs modernes, voire contemporains, qui ressemblent effectivement beaucoup à la bande dessinée. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais pour moi, voilà, c'est assez problématique en fait d'essayer de chercher comme ça un petit peu frénétiquement des ancêtres de la bande dessinée. Et je voudrais te lire alors c'est une citation assez courte d'un chercheur qui s'appelle Harry Morgan, dont j'avais un petit peu parlé dans ma première intervention. Et il dit un truc que je trouve assez juste sur cette question-là. Alors bon, c'est du langage universitaire. Toute étude historique des littératures dessinées
parce que lui, il appelle ça littérature dessinée, bon, doit éviter soigneusement l'erreur évolutionniste, qui consiste à décrire l'histoire du médium comme une série de conquêtes ou de progrès, et l'erreur téléologique, qui lui est fréquemment associée, qui consiste à décrire l'évolution du médium de façon rétrospective, comme une assomption vers une forme actuelle jugée parfaite. Et il ajoute, les formes anciennes ou exotiques de littérature dessinée sont parfaites et accomplies du point de vue de leurs auteurs et de leurs usagers. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu la dérive à laquelle on peut arriver quand on cherche des ancêtres à la bande dessinée, c'est je prends la forme actuelle, telle qu'elle est aujourd'hui, et du coup, je cherche des trucs qui y ressemblent. Sauf que la forme de la bande dessinée, elle évolue. Les bandes dessinées qu'on lit maintenant sont certes proches des premières bandes dessinées dont je vais parler dans une minute, mais c'est quand même un peu différent. Et qui sait si dans 200 ans, quand les bandes dessinées, ce sera des trucs qu'on regardera sur nos écrans virtuels, des suites d'images animées qui se succèdent les unes aux autres, comme on en parlait le mois dernier, là on va dire « Ah mais c'est génial, alors ce vieux médium qui s'appelait cinéma, en fait c'était un ancêtre de la bande dessinée. » Oui, là, puis c'est un peu prétentieux, de dire que effectivement la bande dessinée telle qu'on la connaît maintenant, c'est le top de ce qui se fera jamais. Oui, c'est ça. Et puis aller chercher dans la tapisserie de Bayeux ou dans le Codex Nuttall, voilà, je viens de me rappeler du nom, des ancêtres. Ça veut aussi dire un petit peu, regardez comment la bande dessinée c'est sérieux. La preuve, il y a des trucs super connus et super célèbres. En fait, c'est de la bande dessinée. Donc, alors une autre approche pour justement définir la date, c'était de faire comme pour le cinéma, c'était partir à partir du moment où il y avait une forme de commercialisation, où ça devenait. Et là, on remonte plus justement à une date très proche de celle du cinéma, il me semble. Ouais, exactement. Alors effectivement, c'est la solution la plus raisonnable entre guillemets, c'est de se dire la bande dessinée, en fait, est le fruit d'avancées technologiques, notamment l'imprimerie, mais surtout, la production en livres, etc. Et là, on trouve des dates qui sont assez proches de celles du cinéma, puisque il y a plusieurs dates qui sont proposées, mais en gros, c'est sur le courant du 19e siècle. Et c'est notamment aussi l'invention de la gravure qui permet ce genre de diffusion. Et alors, en gros, il y a pendant longtemps, il y a eu une querelle, en fait, notamment entre les chercheurs américains et les chercheurs français pour savoir qui, nom de nom, était le premier auteur de bande dessinée. C'est un Suisse qui a gagné, je crois. Voilà, tout à fait. Alors, pour résumer un petit peu le combat, eux, les Américains, ils proposaient un auteur qui s'appelle Richard Utko, et qui est très connu pour sa bande dessinée qui s'appelle le Yellow Kid, dont vous avez sans doute pu voir des trucs. C'est ce gamin avec une chemise jaune, et en général, en fait, c'est de temps en temps des histoires en images séquentielles, mais en général, c'est une grande image avec plein de détails, dans la plus pure tradition des gravures du 19e, justement. Utko est reconnu pour avoir amené l'onomatopée, justement, la bulle. Et ouais, sauf que non, enfin, plus ou moins. La question est encore une fois compliquée, mais justement, en fait, les chercheurs américains disent, comme on en parlait un petit peu le mois dernier, c'est la fusion entre texte et image qui fait la bande dessinée. Et regardez, il se trouve que Utko, en 1896, dans une planche, il y a la première bulle de bande dessinée. Alors on peut la retrouver, je pense, sur Google si on tape Yellow Kid 1896 ou un truc comme ça. C'est une planche en fait où le Yellow Kid joue avec un perroquet et après, à un moment, joue avec un gramophone, je crois. Et il se trouve que dans un premier temps, c'est le perroquet qui répète ce que le Yellow Kid dit sur sa chemise, puisqu'il parle avec du texte sur sa chemise. Bon. Et dans un deuxième temps, c'est le gramophone. Et bon, sans rentrer dans les détails, en fait, c'est pas vraiment une bulle de parole puisque c'est du son qui est lui-même répété. Bon, c'est des questions un peu complexes, mais c'est pas tout à fait la bulle de parole telle qu'on la connaît aujourd'hui. De la même manière, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais que les phylactères des tableaux médiévaux ne sont pas non plus des bulles de parole. Mais là, c'est une autre question. Et le concurrent français dans ce match. Et le concurrent, alors c'est pas un concurrent français, c'est un concurrent suisse, qui est Rodolphe Töpfer, T-O-P-2-F-E-R. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il vient avant, puisque sa première œuvre, lui, ce qu'il appelait, je crois, des estampes dessinées, si ma mémoire est bonne, date de 1837. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette date-là qu'on retient, tout simplement parce que quand on regarde les bandes dessinées de Töpfer, et là encore, il y a beaucoup d'exemples sur Internet qu'on peut trouver, c'est vraiment frappant à quel point c'est ressemblant, que ça ressemble aux formes qu'on connaît aujourd'hui. La seule différence, c'est effectivement cette question des bulles, puisque en général, chez Töpfer, on a une suite d'images, mais le texte est en dessous des images. Encore une fois, comme ça se faisait beaucoup dans les gravures à l'époque, et comme ça s'est fait d'ailleurs très très longtemps en bande dessinée, jusqu'au début du XXe siècle en gros.
Et ce qui est en plus assez frappant, c'est que non seulement, bon, donc c'est des choses qui ressemblent à ce qu'on connaît, mais c'est des bandes dessinées qui sont extraordinaires d'inventivité au niveau de la mise en page, du découpage des cases, etc. Il y a notamment un exemple génial où tu as je crois que c'est un facteur ou un messager ou je sais pas quoi qui doit aller d'une maison à l'autre pour porter des messages. Et un peu comme les postiers qu'on voit dans Bienvenue chez les Ch'tis, à chaque fois qu'il s'arrête, il boit un petit coup. Et en fait, au fur et à mesure de sa tournée, entre guillemets, les cases sont de plus en plus étroites. Parce que Topfer nous dit, alors au début, il va chez Monsieur Machin, il boit un coup, puis il va chez Monsieur Truc, il boit un coup, et puis de chez Monsieur Machin, chez Monsieur Truc, et pour te faire comprendre qu'il en visite 50, bah t'as des cases qui à la fin font 2 cm de largeur, quoi. Et je crois que Topfer a aussi a permis de lancer un courant, c'est l'adaptation de BD en film, si je dis pas de bêtises. C'est de lui l'arroseur arrosé à la base avant que ce soit repris par les Frères Lumière. C'est fort possible, ouais, effectivement. Je suis pas certain, mais c'est possible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il a aussi lancé un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est la critique de bande dessinée, puisque il a écrit un ouvrage qui s'appelle Traité de physiognomie. Voilà, physiognomonie. Hein, voilà. Qui date de 1848, sachant que, voilà, je rappelle, lui, sa première œuvre, c'était 1837. Et là encore, c'est génial parce que c'est un truc qui parle surtout de dessin, hein, mais où il revient un petit peu sur ce qu'il appelle donc ses estampes dessinées ou quelque chose comme ça. Et alors, c'est formidable parce qu'il dit, oui, bon, c'est un truc pas très sérieux, mais c'est assez rigolo. Et je crois bien être le premier à avoir trouvé cette forme inédite comme ça de récit entre texte et image. Et je pense qu'on pourra, que c'est promis. Alors, il le dit pas comme ça, mais en gros, il se la pète un peu s'il le disait comme ça quand même. Non, mais en gros, il dit c'est vraiment pas mal comme forme et je trouve qu'on pourrait faire pas mal de trucs avec cette espèce de nouveau médium, quoi. Et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plutôt lui qu'on reconnaît comme le précurseur, notamment parce que justement, c'est la forme de récit en image qui se rapproche le plus de ce que nous on connaît. De la forme de la bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on considère que c'est lui le précurseur parce que finalement la bande dessinée en est arrivée à la forme qu'elle a aujourd'hui, mais rien ne dit que si ça change demain, on va pas trouver un type qui finalement avait fait pareil mais un peu plus tôt. Bon, ça peut bouger, mais là ça fait bien une trentaine d'années qu'on considère que c'est lui, quoi. Et quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que les premières bandes dessinées, enfin celles-là en tout cas, hein, si on considère que ce sont celles-là, n'étaient pas destinées à un jeune public. Non, pas du tout. C'était destiné. Alors, c'était destiné à être commercialisé, hein, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ouais, c'était destiné au grand public, mais plutôt adulte. Et d'ailleurs, ça a été longtemps le cas. C'est-à-dire qu'il y avait les histoires pour enfants qui étaient plutôt de l'ordre des ouvrages illustrés, et c'est des espèces de bandes dessinées qui étaient plutôt pour un public adulte. Pourquoi ? Parce que ça découle de gravures la pratique de la gravure, c'était quand même pas mal des gravures d'ordre satirique sur l'actualité, la politique, etc. Et donc, forcément, il fallait connaître un petit peu tout ce contexte-là. Donc, les enfants, ils étaient un peu largués. Et même les bandes dessinées qui ont commencé à apparaître dans les journaux quand la diffusion de journaux a augmenté, c'était plutôt vers un public adulte que ça se tournait, avant qu'il commence à y avoir des bandes dessinées un peu plus légères destinées aux enfants, quoi. Est-ce qu'on peut les retrouver maintenant, ces premières bandes dessinées ? Alors Topfer, je sais qu'elles ont été rééditées sous forme d'album. Il doit y avoir sans doute un album qui recueille toutes ces histoires ou une bonne partie. Je pense après qu'on peut aussi en trouver sur Internet. J'ai pas les adresses en tête, mais si je les retrouve, je te les donnerai pour que tu les mettes sur le site. Je pense que c'est retrouvable sur Internet. Le Yellow Kid peut-être un petit peu moins, mais Topfer, je me souviens d'avoir vu au moins des planches, ça c'est sûr, mais voire même des histoires complètes sur Internet. Ok, merci. Je crois que ça nous permet d'avoir une bonne idée du début de la bande dessinée. Comment elle est arrivée jusqu'ici, il s'est passé beaucoup de choses après. J'ai juste parce que j'aime beaucoup dire le nom de Winsor McCay, qui a fait beaucoup, je pense, pour la BD, et parler ensuite des organisations studios qui ont fait beaucoup de mal à la bande dessinée derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la bande dessinée, c'est une histoire de faux départ, en fait. Parce que t'as ces types-là, Topfer, qui fait une bande dessinée en 1837, et puis il se passe pas grand-chose jusqu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, t'as pas mal de bandes dessinées pas terribles, puis t'as Winsor McCay qui fait un truc magnifique qui pourrait tout à fait être publié aujourd'hui.
mais bon, ça reste quand même des bandes dessinées assez simples. Après, dans les années 80, il y a Art Spiegelman qui fait de la bande dessinée autobiographique, mais il n'y a pas de nouvelle bande dessinée autobiographique pendant une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un type qui fait un truc génial, mais c'est tellement précurseur que ça marche pas tout de suite. Et il faut attendre parfois longtemps avant qu'on se dise, mais oui, en fait, c'était ça le truc, et que tout le monde se mette à faire pareil. Enfin bon, cette histoire est quand même toujours assez jeune, et je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions et de choses qui se sont passées dans à peine plus d'un siècle au niveau de la bande dessinée moderne. Oui, c'est vrai, quand on y réfléchit, ça s'est passé très vite par rapport à d'autres formes. Bon, le cinéma, c'est allé très très vite aussi, mais par exemple, la littérature, ça a mis un peu plus de temps à vraiment avoir des grosses évolutions, quoi. Ok, merci beaucoup Com. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Internet des fois dans Radio Rollist. Ouais, des fois dans Radio Rollist. Vous pouvez aller fouiller sur un site qui s'appelle academia.edu, je crois, où en gros j'ai mis en ligne les quelques articles et communications que j'ai pu faire. Il y en a pas mal autour de la bande dessinée, notamment sur le sujet du roman graphique, sur lequel on reviendra peut-être ou pas, on verra. Voilà, lire un petit peu tout ça, et puis éventuellement sur Emoshk, sur Twitter, sous le nom de Emoshk, donc EMOJK, où mon activité consiste surtout à mettre des clips de musique super ringardes et des blagues. Voilà. Oui, c'est Twitter, quoi. C'est ça, en fait. Finalement, je crois que j'ai bien compris le principe. Ok, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de théorie de la bande dessinée. Merci encore et à bientôt. Super, ciao. À bientôt. Salut. Online. Hola Tavernier. Sur le Sepia Blog, Hola Tavernier nous conte les aventures de Faust d'orthographe et de Noé von Oxymore, deux aventuriers qui traînent dans une taverne et qui traînent dans une taverne et à qui il arrive de fort nombreuses mésaventures où ils ont toujours l'air plus ridicules les uns que les autres. Ils rencontrent là-bas d'ailleurs le Pernifieux, fait un prêtre. Il part comme ça, le Pernifieux. Oui, je vous l'ai dit, c'est très très drôle. C'est un dessin de très grande qualité, c'est dynamique, c'est plein de strips, et en plus les mecs se font des gros délires. Dans les commentaires de chaque strip qu'ils mettent, c'est du roleplay. Genre, on est dans la taverne. Donc, il y a eu pas mal d'histoires autour de ça. Moi, j'ai pris un très grand plaisir à lire ça, je rigole beaucoup, je trouve le dessin mais magnifique. C'est superbe. En plus, l'auteur, si vous allez plus loin sur son blog, se permet de temps en temps de mettre des illustrations derrière. Je sais pas comment il fonctionne. Je crois qu'il y a un scénariste, un dessinateur, voire plusieurs dessinateurs. Ça tourne un peu dans tous les sens. En tout cas, Hola Tavernier, une série que je vous recommande si vous avez un petit peu aimé tout ce qui est Kaamelott, ce genre d'ambiance-là. Truffé de jeux de mots, quand même. Oui, truffé de jeux de mots, donc Kaamelott, mais en plus débridé et en plus alcoolisé, je pense, au moment de l'écriture. Des fins aux messes, l'acolyte anonyme, allez-y. Très, très, très bien. Voilà, l'adresse est sur l'article. Voilà. Hors sujet. On va parler un peu de musique. Ouais, histoire de changer un peu. Tiens, on va laisser parler Thierry, parce qu'on sait pas de quoi il parle, donc comme ça, nous, on peut les pisser tranquille. Allez, vas-y, Thierry. Grande classe, les gars. Et voilà, justement, c'est un petit moment de poésie. Le gars, parce que j'ai rien dit. Ouais, c'est vrai. Je ne te mets pas dans le même panier, ni dans le même toilette que Pierrick. Donc voilà, un petit moment poésie, une découverte, même si moi j'ai découvert ça il y a quelques jours de ça. Vas-y, crache le nom là. Non, je ne crache pas encore le nom, je fais monter le suspense. C'est une très jeune artiste canadienne qui a sorti cet album que j'ai écouté en 2010, et à l'époque elle avait 17 ans. Et quand vous écoutez ce qu'elle est capable de faire à 17 ans, cette gentille demoiselle, ça fait juste grimper au plafond. Donc elle s'appelle Nikki Janowski. Son nouvel album, donc au moment où on enregistre, n'est pas encore paru, mais il est censé sortir vers le 20 novembre. Et donc au moment de la diffusion de l'émission, par contre, ça sera normalement déjà dans les bacs. Donc le prochain album s'appelle Little Secret. Son premier album s'appelle tout simplement Nikki. Et c'est juste absolument fabuleux. Alors c'est du jazz, un petit jazz pop, mais très jazzy, c'est très moderne. Elle a une voix juste à tomber par terre.
Elle va aussi bien dans les aigus que dans des graves très ronds, très très chauds. C'est juste magnifique. Elle fait une petite reprise d'ailleurs sur son premier album de Somewhere Over the Rainbow, qui est à tomber par terre, qui fait des petits frissons tout partout. Voilà, c'est juste splendide. Allez-y, écoutez ça. Trouvez-vous son premier album et son deuxième album si possible, même si pour le coup je l'ai pas encore écouté puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais si c'est du même acabit que le premier, ça sera juste merveilleux. Donc Niki Janowski, ça me donne envie de l'écouter. Il va falloir que j'aille me trouver ça. Et puis elle est très jeune et très mignonne. Oh. Mais quand t'écoutes, tu les vois pas. Eh bien, nous avons fini cette émission. N'est-ce pas ? Ouais. C'était pas mal. Ah, Tizak est encore avec nous pour la fin de cette émission. C'est dingue. C'est dingue. Et moi, j'aurais pensé quand même qu'il aurait fait une chanson. Il a pas chanté. C'est vrai, ça. On est un peu déçus. Tu vois, sur C'est fini, tu aurais pu nous faire un... C'est le moment de partir. Ouais, non, mais là, c'est trop téléphoné, c'est pourri. Dans la maison de Winnie, on veut revenir. On a bien joué. On s'est amusé. Si vous voulez revenir, nous avons 88 émissions et plein de hors-séries que vous pouvez écouter sur notre site. Et je pense que je vais faire une petite compile, en fait, de toutes mes chansons sur toutes les émissions. Voilà. Je vais sortir ça pour Noël, hein. Régalez-vous les oreilles. Lavoidesbulles.fr, donc, sur notre site. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est disponible sur le site. Vous trouverez tous les liens. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre à tout ça ? Mettez plein de commentaires tout partout. Voilà, allez suivre Oberon 1370. Cet homme est quelqu'un qu'il faut suivre et qu'il faut connaître. C'est une personne Twitter, de qualité. Ça, hein, pour information. Voilà, sur Twitter. Il est vraiment très sympa. Ouais, enfin en même temps, je suis pas non plus là à tweeter tous les jours, mais voilà, mais il fait du tweet de qualité. Oui, c'est cela, oui, c'est voilà. cela, oui. Il fait du tweet qui roxe du poney. Ou pas. Voilà. Des fois, ça roxe pas quand même. On se retrouve dans 15 jours pour sans doute un live sur synopslive.net. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis à très 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 bientôt. Bisous poutou. Ciao ciao. C'est bisous poutou, toi. Ouais, comme ça.